Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler évidemment de la guerre totale que mène au Proche-Orient Netanyahou et de l'anniversaire du 7 octobre. Nous allons parler de la censure et de la destitution d'Emmanuel Macron. Nous allons parler du budget. Nous allons parler des victoires que nous avons remportées à l'Assemblée et de celles à venir avec la niche parlementaire générique. Cette semaine, nous avons commencé la semaine avec la commémoration du 7 octobre, l'hommage aux 1200 victimes des crimes de guerre commis par le Hamas, donc 42 Français qui avaient été tués lors de ces crimes de guerre. Évidemment, des pensées aux otages, et je redis que la meilleure manière de libérer les otages, c'est le cessez-le-feu à Gaza. Et puis, évidemment, une commémoration pour toutes les victimes qui ont été faites depuis par les offensives israéliennes, qu'elles soient palestiniennes à Gaza, palestiniennes en Cisjordanie ou encore au Liban. Surtout cette semaine, même si, je le redis, ceux qui disent que tout a commencé le 7 octobre commettent une faute politique et morale et que nous parlons d'une guerre qui dure maintenant depuis 75 ans. Nous commémorons et nous avons devant nous une guerre totale qui est en train de se continuer. D'abord parce que c'était les 1 an cette semaine du génocide qui est toujours en cours à Gaza, avec des chiffres officiels qui parlent de 42 000 Palestiniens qui ont été tués par l'armée de Netanyahou et l'extrême droite de Netanyahou, mais dont on sait que ces chiffres sont largement sous-estimés, puisque The Lancet disait déjà le 5 juillet que si le génocide s'arrêtait le 5 juillet, il y aurait en fourchette basse 186 000 Palestiniens tués entre les victimes directes et indirectes. Et je rappelle que Gaza, en plus d'être depuis longtemps une prison à ciel ouvert, est maintenant sans nourriture, sans eau, avec à la fois la famine, le manque d'eau, le manque de médicaments qui sont utilisés comme des armes de guerre, ce qui est en totale violation du droit international. Donc 1 an du génocide toujours en cours. L'UNICEF dit que le génocide, c'est un enfant qui est tué ou blessé toutes les 10 minutes à Gaza. Et en Cisjordanie, une politique de colonisation qui continue et qui s'intensifie au point que plus de 700 Palestiniens ont été tués soit par des colons, soit par l'armée d'extrême droite de Netanyahou depuis le 7 octobre dernier. Et puis, cette guerre totale s'est étendue maintenant au Liban, le Liban étant la prochaine cible, et nous l'avons dit à de multiples reprises, que en touchant le Liban, alors la guerre deviendrait régionale, une escalade régionale et même une guerre totale. C'est ce qui est en train de se passer au Liban, et si vous avez le moindre doute sur ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas une offensive limitée comme ils aiment le dire, ce n'est pas une guerre contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre ni à Gaza entre le Hamas et Israël, mais bien un génocide en cours contre le peuple palestinien. De même, ce n'est pas une guerre entre Israël et le Hezbollah, puisque lorsque vous regardez les déclarations qui ont été faites par le gouvernement de Netanyahou, je vous avais déjà parlé de cette phrase d'un ministre qui disait « Le Liban a beau avoir un drapeau, des institutions, ce n'est pas un pays souverain et Israël doit redessiner ses frontières ». Mais depuis, il y a eu d'autres déclarations qui ne laissent aucun doute sur les intentions de Netanyahou, qui sont des intentions qui, là aussi, visent non seulement à continuer de bombarder le Liban, au point qu'il y a plus de 2000 personnes décédées dans les bombardements de Netanyahou, plus de 10 000 blessés, et que ces bombardements et cette violation du territoire continuent. Les autres ministres de Netanyahou disent par exemple « le Liban va être annihilé, il va cesser d'exister ». Ou encore le ministre de la Défense israélienne qui lui dit « chaque personne au Liban n'a qu'à regarder des cartes et la manière dont Gaza a été détruit et se demander s'il veut que ce soit ce qui lui arrive ». Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Netanyahou, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, veut une guerre totale et a encore franchi des lignes rouges, puisque depuis la semaine dernière, le secrétaire général de l'ONU, en plus d'être antisémite comme le pape et comme tout le monde, tous ceux qui s'opposent à la politique mortifère qu'il est en train de faire, eh bien, le secrétaire général de l'ONU a été déclaré persona non grata sur le territoire d'Israël, ce qui est un affranchissement total et un symbole pour dire que Netanyahou s'affranchit absolument du droit international pour se limiter uniquement au droit du plus fort.
Donc, nous sommes très inquiets de ce qui est en train de se dérouler et je veux redire ici la solidarité pleine et entière du groupe parlementaire de la France Insoumise Nouveau Front Populaire, à la fois au peuple palestinien, sur lequel le génocide doit cesser immédiatement, et évidemment au peuple libanais, avec Emmanuel Macron qui, ce dimanche, a prononcé cette phrase, qui n'est pas quand même extraordinaire ni insensée, de dire que pour stopper Netanyahou, il fallait cesser les livraisons d'armes. Alors, on peut le dire, et c'est encore une fois une opposante farouche à Emmanuel Macron qui souhaite sa destitution qui le dit, on peut dire que c'est quand même fort de café pour quelqu'un qui dit qu'il ne livre pas d'armes à Netanyahou, alors que le média Disclose avait révélé que des composants qui étaient utilisés pour des armes contre le peuple palestinien étaient livrés par la France en grand secret jusqu'à Israël et Netanyahou. Donc, la première des choses, c'est de faire en sorte que les paroles soient suivies des actes, parce que ça fait très longtemps maintenant que Emmanuel Macron dit que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un tabou, qu'il faut un cessez-le-feu, mais derrière, il ne pose aucun des actes qu'il faut pour pouvoir le faire. Mais je le dis ici, encore une fois, comme une opposante farouche. Il est inacceptable que derrière cette déclaration d'Emmanuel Macron, M. Netanyahou ait été faire une allocution officielle pour dire honte à Emmanuel Macron et à ceux qui ne soutiennent pas inconditionnellement, indéfectiblement Israël et la politique qu'il mène. Parce que nous ne pouvons pas accepter comme Français qu'un chef de gouvernement ou un chef d'État étranger parle de la sorte au président de la République française. Et ceux qui, dans la Macronie, ont embrayé derrière en expliquant que Emmanuel Macron friserait l'antisémitisme pour avoir dit ça, ou que ce serait scandaleux d'avoir pris cette position-là, ne sont pas au rendez-vous historique devant lequel nous sommes, puisque nous sommes devant le premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes face à une escalade régionale sur laquelle nous avions alerté depuis des mois et qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et donc, il faut être à la hauteur de la situation. Et nous n'acceptons pas que M. Netanyahou, avec son armée et son gouvernement génocidaire, donne des leçons à la France. Donc, nous disons à M. Macron que la manière dont la parole de la France est respectée dans le monde, et notamment au Proche-Orient, c'est d'avoir une parole crédible. Et donc, lorsque l'on dit quelque chose, de le faire. Donc, M. Macron, quand allez-vous enfin reconnaître l'État de Palestine qui est un préalable pour envoyer un signal sur le fait que nous voulons la solution à 2 États prônés par les Nations Unies pour mettre fin immédiatement au génocide en cours en Palestine. Quand est-ce que M. Macron va cesser la livraison non seulement des armes, mais des composants qui permettent à Netanyahou de continuer sa politique génocidaire? À partir de quel moment la France va-t-elle élever la voix suffisamment alors que ce qui se passe au Liban, et c'est le secrétaire général de l'ONU qui le dit, risque de faire du Liban un nouveau Gaza, et notamment en prenant des sanctions à l'encontre de Netanyahou et en agissant diplomatiquement pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et je le rappelle parce que c'est quelque chose qui peut faire levier sur les décisions et stopper enfin Netanyahou dans sa politique génocidaire. Je le dis avec force parce que non seulement nous voulons que cette guerre totale soit arrêtée, et il faut mettre fin à l'impunité totale de Netanyahou, mais je le dis aussi parce que je trouve inacceptable que, par exemple, lorsque lundi soir, Barnier, chef de gouvernement que nous avons tenté de censurer cette semaine, donc pour lequel je n'ai aucune sympathie politique, se rend au CRIF en commémoration du 7 octobre, eh bien, à chaque fois qu'il prononce le nom d'Emmanuel Macron, se fait siffler. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les dirigeants du CRIF, s'il n'y a pas un soutien indéfectible non seulement à Netanyahou, mais au génocide en cours du peuple contre le peuple palestinien, mais aussi de l'annihilation, de la tentative d'annihilation du peuple libanais qu'ils sont en train de faire, eh bien, à ce moment-là, le CRIF siffle le chef de l'État, n'a pas de mots assez durs pour expliquer à quel point, à chaque fois que vous critiquiez la politique de Netanyahou, vous seriez antisémite. C'est scandaleux, c'est mauvais pour le débat démocratique et surtout, c'est dangereux. Parce que ce qui met en danger nos compatriotes juifs et les juifs, les personnes de confession juive à travers le monde, c'est justement cette politique d'extrême droite de Netanyahou qui est menée, et c'est justement cette essentialisation et cette assimilation de toute personne de confession juive à la politique de Netanyahou. Non, on peut être de confession juive et il y en a beaucoup. Je rends notamment hommage à Tzedek et à l'Union juive pour la paix qui étaient avec nous dans le Nouveau Front Populaire et qui sont toujours à nos côtés.
combattre fermement la politique de Netanyahou. Donc arrêtez de faire cela, c'est dangereux et je dirais même que ça affaiblit la lutte contre l'antisémitisme. En tout cas, nous continuerons comme ce week-end à nous tenir aux côtés du peuple palestinien et du peuple libanais, ainsi que des pays qui sont aujourd'hui attaqués dans leur souveraineté par Netanyahou. C'est vraiment, il faut mettre toutes les forces des peuples pour faire cesser la guerre totale qui se profile de plus en plus au Proche-Orient. Ensuite, je voulais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale, et notamment de la motion de censure que nous avons présentée contre le gouvernement Barnier et de la résolution sur la destitution du président de la République. À chaque fois, et ça s'est passé la même journée, le Rassemblement national a de nouveau prouvé qu'il était la meilleure assurance vie du système. Pourquoi ? D'abord parce que le matin, en bureau, il y avait eu, la semaine précédente, une discussion en commission des lois sur la destitution du président de la République. Et quel que soit le résultat, même si ça a été battu, mais je rappelle que les Insoumis, les écologistes et les communistes ont voté pour la destitution d'Emmanuel Macron, eh bien même si ce texte a été battu avec le Rassemblement national qui a voté contre en commission, il doit aller en séance, et il devait aller en séance dans les 13 jours maximum, c'est-à-dire avant le 15 octobre. Et donc, la conférence des présidents devait caler la date du moment où nous discuterions de cette destitution d'Emmanuel Macron. Donc, que s'est-il passé? Ce sont les présidents de groupe qui ont voté, et si la moitié des députés étaient donc en accord avec l'inscription, elle devait être inscrite avant le 15 octobre. Et là, en faisant le tour de table, évidemment, tout le nouveau Front populaire a dit oui pour l'inscrire, y compris pour que ça puisse être discuté et que chaque parlementaire puisse s'exprimer et décider s'il veut continuer la procédure de destitution, puisque nous sommes face à un déni démocratique jamais vu de toute l'histoire de la Ve République, dont Macron est le seul responsable, ou si eh bien, il ne voulait pas destituer Emmanuel Macron. Mais c'était un débat qui était sain. Donc tous les groupes du nouveau Front populaire ont voté pour. Tous les autres groupes ont voté contre, sauf Marine Le Pen. Marine Le Pen a expliqué que ce n'était pas urgent, ce n'était pas maintenant qu'il fallait le faire, donc elle s'opposait pas, mais on verrait plus tard. Alors donc on a dû quand même lui réexpliquer, parce qu'elle n'est pas très professionnelle, on a dû lui réexpliquer que si ça n'était pas inscrit maintenant, alors ça ne serait jamais inscrit. Donc finalement, la présidente de l'Assemblée lui a redemandé sa position, puisque de sa position, si elle disait « oui, je suis d'accord pour que le débat ait lieu », alors le débat pouvait avoir lieu. Eh bien, elle a dit « du coup, je m'abstiens ». Et c'est grâce à l'abstention de Madame Le Pen et du Rassemblement national que la procédure de destitution a été enterrée. Et je vais vous dire pourquoi elle s'est abstenue, parce qu'elle n'a aucune envie qu'en hémicycle, eh bien, on voit de manière flagrante que le Rassemblement national vote contre la destitution d'Emmanuel Macron, et donc que le Rassemblement national est celui qui, encore une fois, sauve Emmanuel Macron et sa politique. Et on l'a vu juste après, puisque ensuite il y avait la motion de censure du nouveau Front populaire, examinée mardi après-midi. Et là, eh bien, tout le nouveau Front populaire l'a voté, quelques-uns de Lyotte, bon, on a... Et le Rassemblement national n'a pas voté la motion de censure contre le gouvernement Barnier. Donc, encore une fois, c'est grâce au Rassemblement national qu'Emmanuel Macron peut continuer à être le président, et c'est grâce au Rassemblement national que Emmanuel Macron peut continuer à faire sa politique empire avec le Premier ministre, M. Barnier, et son gouvernement de réactionnaires qui nous propose la pire austérité jamais vue dans le pays. Donc voilà la véritable image et la véritable action, le véritable visage de Mme Le Pen, c'est celle qui permet à Emmanuel Macron de continuer sa politique de malheur. Et je le dis, les jours du gouvernement Barnier sont maintenant comptés, et à la prochaine motion de censure, ou peut-être à celle d'après, eh bien ce gouvernement tombera, en tout cas avant la fin de l'année, l'hiver arrivant, ce gouvernement tombera, et alors Emmanuel Macron n'aura plus d'autre choix, soit de nommer Lucie Castet comme première ministre, soit eh bien, de démissionner ou d'être destitué, puisque, petite bonne nouvelle, la procédure de destitution au départ était limitée à une procédure de destitution tous les 5 ans par mandat, et il se trouve que le Conseil constitutionnel a décidé que ce n'était pas constitutionnel et que donc, à tout moment, selon ce qui se passe, nous pouvons réenclencher cette procédure de destitution qui, je le rappelle, était déjà historique puisque c'est le premier président français à avoir une procédure de destitution engagée contre lui. Donc, RN, meilleur allié du système, et quand vous regardez ce qui est annoncé sur le budget, vous comprenez à quel point ils peuvent rapidement tomber. Pourquoi? Parce que sur le budget, eh bien, ils nous annoncent la plus grande cure d'austérité qu'a jamais connue le pays sous la Ve République. Et on sait très bien ce que ça crée lorsque, par exemple,
a été imposée à la Grèce une cure d'austérité aussi intense que celle qu'ils veulent imposer aujourd'hui à la France, eh bien, le résultat a été l'effondrement total de la Grèce. Avant la Grèce, c'était Haïti. Même chose, à chaque fois qu'ils font des cures d'austérité aussi fortes, eh bien, le risque, c'est la récession. Et la récession, c'est l'effondrement de l'économie dont paieront le prix en premier les plus pauvres et les plus précaires du pays, ainsi que les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de faire face à une crise aussi forte. Ce risque, il est d'autant plus grand en France, je le rappelle, que le PIB du pays, de notre pays, est fait à 55% par la consommation populaire. Et que donc, quand vous appauvrissez mécaniquement les gens et que de plus en plus de gens sont pauvres dans ce pays, quand une poignée est de plus en plus riche, eh bien, ce n'est pas le ruissellement qui arrive, comme il disait en 2017, mais là aussi la récession. Et c'est pourquoi il faut impérativement relancer la consommation populaire, notamment par l'augmentation des salaires, ce qu'ils refusent de faire, par l'augmentation des salaires et qui permet de remplir le carnet de commandes ensuite des PME, TPE pour pouvoir qu'ils retrouvent ensuite de l'air. Donc, ils nous annoncent une cure d'austérité où il faut faire une économie de 60 milliards d'euros l'année prochaine. Entre ce qu'ils avaient fait, 16 milliards d'économies sur le budget de l'année dernière, plus des gels ou des annulations de crédit qui correspondent à 26,5 milliards, vous comprenez l'ampleur de l'austérité qu'ils veulent faire. Alors 60 milliards, bon, tout le monde va payer, les malades, les retraités, les chômeurs, les collectivités, les services publics, bref, on n'en peut absolument plus. Et 60 milliards est un chiffre intéressant puisque, et c'est la Cour des comptes qui le dit, ce n'est pas la France insoumise, mais la Cour des comptes explique que chaque année, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, depuis 2017, il y a un manque de recettes de 62 milliards d'euros dans les caisses de l'État, qui sont principalement dus aux cadeaux faits aux plus riches et aux multinationales. Donc en fait, il nous explique qu'il a fait pendant 7 ans des cadeaux aux plus riches et aux multinationales, au point que depuis 2017, les dividendes du CAC 40 ont été multipliés par 2 et la fortune des 500 plus grandes fortunes françaises a elle aussi été multipliée par 2 depuis 7 ans et que maintenant, c'est le peuple qui va devoir payer ces cadeaux faits aux plus riches. C'est inacceptable. Et je vais vous donner juste 2 exemples de ce que cela crée. Cela crée, par exemple, la proposition qu'ils ont faite sur les retraités qui est absolument scandaleuse. Qu'est-ce qu'ils ont proposé ? C'est de reporter l'indexation sur l'inflation des pensions de retraite, donc le fait que votre pension de retraite suit l'inflation, qui normalement devait arriver le 1er janvier et qui arrivera le 1er juillet. Ça coûte en moyenne 150 € par retraité, sachant qu'un rapport des Petits Frères des Pauvres vient de dire qu'il y a 2 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est énorme ce qu'ils sont en train de proposer et évidemment il n'y a aucune différenciation entre des retraités plus riches et des retraités qui sont moins riches. C'est scandaleux de faire ça alors que nous arrivons dans l'hiver, que tous les prix explosent depuis maintenant plusieurs années et que beaucoup de retraités vivent déjà dans des situations extrêmement difficiles. Et puis leur autre idée magnifique, alors celle-ci elle est incroyable, c'est de taxer encore plus l'énergie et l'électricité. Je rappelle que nous avons une augmentation des tarifs réglementés de l'électricité en 3 ans de 45%. Je rappelle qu'en 2023, donc l'année dernière, il y a eu 1 million de coupures pour impayés, soit plus 49% par rapport à 2019, et que 79% des familles disent qu'elles ont baissé le chauffage chez eux, nous allons arriver dans l'hiver, pour limiter la facture, et c'est là aussi une explosion par rapport aux chiffres que nous avions les années précédentes. Et que des rapports montrent qu'il y a 1 personne sur 2 dans ce pays qui peine à payer ses factures d'électricité. Pendant ce temps-là, évidemment, sur notre dos et sur de l'argent public, les 3 grands fournisseurs d'électricité ont, eux, réalisé un miracle économique puisqu'ils ont réalisé 100% de marge en 2023. Et on nous demande d'augmenter encore le prix de l'électricité. C'est évidemment impossible. Je rappelle qu'il y a plus de 12 millions de personnes dans ce pays qui sont en précarité énergétique. Donc nous allons nous battre pied à pied contre ce budget. Cette semaine ont été présentés sur la question recettes des amendements du nouveau Front populaire que nous allons déposer en commun, qui sont ce que nous aurions fait, nous, au gouvernement, notamment en taxant les plus riches. Là, l'endroit où il y a de l'argent, notamment dans les dividendes et autres. Et je le dis d'autant plus que vous avez entendu le coup de sang de Darmanin qui a expliqué qu'il ne voterait pas le budget. Alors, il ne s'engage pas à grand-chose, parce que le budget, on sait d'ores et déjà qu'ils vont le passer par 49.3 parce qu'ils n'ont aucune majorité dans l'Assemblée.
Mais il se trouve que Darmanin, pourquoi fait-il ce coup de sang? Pour expliquer que c'est inadmissible, après avoir offert tant de cadeaux aux plus riches, que les couples sans enfants qui gagnent 500 000 € par an, c'est-à-dire 41 000 € par mois, c'est-à-dire 30 fois le SMIC, eh bien, participent un peu plus à l'effort national. Et encore, ils ont dit que ce serait temporaire, limité dans le temps, exceptionnel, pas trop longtemps. Bref, vous voyez bien les tartuffes que ce sont. Et nous le disons, nous ferons participer tout le monde, et en premier lieu les plus riches, à l'effort de solidarité nationale au moment où il y a tant de pauvreté et de malheur dans ce pays. Donc, budget, la séquence va commencer bientôt et ça va être un des moments où probablement le gouvernement Barnier pourra tomber. Ensuite, je voulais vous parler de choses plus réjouissantes, puisque cette semaine, nous avons eu des victoires importantes à l'Assemblée nationale. Première victoire mercredi matin, Aurélie Trouvé a été élue présidente de la Commission des affaires économiques. Ce qui fait que nous, le mouvement et le groupe Insoumis, nous avons maintenant 2 présidences de commission, celle de la Commission des finances avec Éric Coquerel et celle de la Commission des affaires économiques avec Aurélie Trouvé. C'est un point d'appui considérable, d'autant que Aurélie Trouvé est une personnalité qui connaît extrêmement bien les débats économiques, s'occupe du pôle des économistes à la France Insoumise depuis très longtemps et surtout a été 15 ans porte-parole d'Attaque. Autant vous dire que c'est une personnalité qui est toute adaptée pour mener cette commission. Et que dans cette commission sont examinées par exemple les questions de logement, alors que la question du logement est une question primordiale et on voit bien la crise dans laquelle nous sommes depuis des décennies maintenant, avec de plus en plus notamment d'enfants qui se retrouvent à la rue. C'est les chiffres parus en septembre, une augmentation de 120% du nombre d'enfants qui se retrouvent sans abri, mais qui s'occupe aussi de toutes les questions liées aux entreprises, aux petites entreprises, aussi aux questions alimentaires et agricoles, et notamment dans un moment où une personne sur 3 se prive régulièrement de repas pour que ses enfants puissent manger à leur faim, eh bien, c'est un point d'appui considérable que nous avons gagné. C'est une victoire assez surprise, je dois le dire, et je suis très fière et très heureuse qu'Aurélie Trouvé soit la nouvelle présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et puis, au même moment, nous avons gagné une autre victoire, et cette autre victoire, c'était en bureau, cette fois-ci, de l'Assemblée nationale, où j'avais demandé à 3 reprises à Yaël Braun-Pivet d'inscrire à l'ordre du jour le parjure d'Aurore Bergé. Alors, je vous rappelle juste, Aurore Bergé était à ce moment-là ministre des familles et notamment en charge des crèches. Il y avait eu de gros scandales sur les crèches privées qui étaient un peu le miroir de ce qui s'est passé dans les EHPAD et notamment dans le scandale Orpea. Gros scandale qui arrive et nous avions, nous, dans la précédente législature, gagné avec William Martinet une commission d'enquête sur les dérives des crèches privées. Et là, que s'est-il passé lorsque la commission est mise en place? Eh bien, ce n'est pas William Martinet qui est nommé rapporteur ou président, comme c'est de coutume, mais 2 parlementaires qui avaient voté contre la constitution de cette commission d'enquête et qui n'ont eu de cesse ensuite non seulement d'élargir le champ pour essayer de noyer le problème spécifique des crèches privées lucratives sur la maltraitance faite aux enfants et aux professionnels qui y travaillent, mais ensuite aussi de choisir les auditions, Bref, cette commission d'enquête a été sabotée. Et dans le cadre de cette commission d'enquête, quand vous allez en commission d'enquête, vous levez la main droite, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, et vous pouvez être poursuivi si vous ne dites pas la vérité. Et il se trouve que, et ça a été révélé notamment par Victor Castanet, qui a fait un livre récemment qui s'appelle Les Ogres et qui a fait un travail d'enquête admirable sur la question des crèches privées, il se trouve que dans cette commission d'enquête, lorsque Aurore Bergé était venue, elle avait été questionnée sur ses liens avec les lobbies des crèches privées et notamment une femme qui s'appelle Elsa Hervier. Et elle avait dit « Je n'ai aucune relation intime, proche avec cette femme Elsa Hervier ». Elle l'avait dit exactement comme ça. Et il se trouve que l'on apprend, grâce à Victor Castanet, que en fait, elle écrit par exemple à sa directrice de cabinet à propos de cette lobbyiste des crèches privées, c'est surtout une copine, elle sera très aidante avec nous. Avec ces révélations, c'est le moment où nous avions demandé à ce que le bureau poursuive pour parjure, donc pour mensonge, Aurore Bergé. Et puisque Yaël Braun-Pivet avait mis du temps à l'inscrire à l'ordre du jour, eh bien, entre-temps, Aurore Bergé a décidé d'attaquer en diffamation le journaliste Victor Castanet qui fait ces révélations. Alors, Victor Castanet, répondant à cette diffamation, puisqu'elle explique que ces documents n'existent pas, a révélé un certain nombre de ces documents tout en expliquant qu'il en avait d'autres à sa disposition pour prouver ce qu'il disait.
Pourquoi c'est grave? C'est pas seulement les liens de Madame Berger qui m'intéressent assez peu avec telle ou telle personne. C'est grave parce que ça a probablement mené au sabotage de la commission d'enquête. Et c'est surtout grave parce que ça a mené, probablement puisqu'elle était ministre à ce moment-là, à des politiques publiques qui n'ont pas été prises pour contrôler les crèches privées lucratives et arrêter les dérives qu'il y avait. Je rappelle que le scandale des crèches privées, il part d'un drame terrifiant, c'est-à-dire la mort d'un nourrisson de 11 mois à Lyon. Et que l'on parle d'enfants qui se retrouvent en crèche à 1 an, 2 ans, qui se retrouvent rationnés en nombre de couches dans la journée, en repas qu'on leur distribue. Bref, nous parlons de sujets extrêmement sérieux. Et donc, au bureau, ce mercredi matin, a été examiné le parjure de Madame Berger, savoir s'il fallait signaler au procureur ces éléments et que donc la procédure en justice puisse se continuer. Évidemment, tous les macronistes étaient là pour expliquer que c'était absurde, qu'elle n'avait pas menti, que ce n'était pas si grave, que c'était juste un règlement de compte personnel, alors que nous affirmions au contraire que c'était une question fondamentale sur des politiques publiques qui doivent être menées, et puis que l'Assemblée doit se faire respecter, parce que ce n'est pas possible que des gens viennent devant une commission d'enquête, mentent, qu'on sache qu'ils mentent, et qu'ensuite il ne se passe absolument rien. Et donc, au vote, nous avons gagné la poursuite en parjure de Madame Aurore Berger, qui va donc continuer son chemin et pouvoir être examinée par la justice, ce qui, je crois, est une excellente nouvelle, y compris pour la dignité de notre Assemblée. Et puis, je le dis juste aussi, nous avons gagné cette semaine 2 textes sur lesquels on s'était aussi battu pour qu'ils soient réinscrits à l'ordre du jour. C'était des commissions d'enquête qui avaient eu lieu dans la précédente année et qui avaient été interrompues par la dissolution et donc qui étaient en quelque sorte caduques, tombées. Et donc nous avons fait en sorte, avec d'autres, que ces textes soient réinscrits à l'ordre du jour. Ils ont tous les deux été adoptés à l'unanimité et donc a été recréée la commission d'enquête sur les faits de violences sexistes et sexuelles dans les milieux de l'art, du cinéma, etc., notamment suite aux révélations de Judith Godrèche, mais pas que. Et puis, la commission d'enquête sur l'aide sociale à l'enfance et la protection de l'enfance, alors qu'il y a des dysfonctionnements extrêmement nombreux, que l'aide sociale à l'enfance s'effondre et que ce sont des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, que ce soit dans des hôtels, ce sont des enfants qui sont livrés à la prostitution, ce sont des enfants qui sont livrés à des cas de maltraitance et qu'il faut impérativement faire en sorte de protéger les plus fragiles des enfants de la société. Et je parle bien sûr des enfants placés. Un dernier petit mot pour vous dire que la semaine dernière, en fin de semaine, j'étais dans une manifestation contre les méga-usines de bois et contre l'industrialisation de la forêt en Creuse et que la défense des biens communs, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt, sont des combats qui rassemblent extrêmement largement puisque nous étions, selon la préfecture, 3000 personnes aguerries dans la Creuse et que c'est un combat que nous continuons à mener, notamment le combat contre les coupes rases qui épuisent les sols, qui épuisent aussi la capacité de stockage de carbone des forêts et qui font une forêt industrialisée où vous n'avez plus des forêts mais des champs d'arbres, ce qui est extrêmement grave et que c'est un combat que nous poursuivons, notamment avec une proposition de loi que nous allons redéposer. Un dernier mot pour quelqu'un qui me tient énormément à cœur, Gilles Reynaud, qui est décédé cette semaine. Gilles Reynaud était un camarade de longue date, c'était un sous-traitant en nucléaire avec qui j'ai travaillé pendant de longues années. Nous avons fait des manifestations, des appuis à des grèves ensemble, des propositions de loi ensemble, des campagnes de votation citoyenne ensemble. C'était aussi le président d'une association qui s'appelle Ma Zone Contrôlée, qui défendait les droits des travailleurs sous-traitants du nucléaire dont j'étais la marraine. C'était un syndicaliste infatigable, un militant insoumis incroyable. Il est donc décédé cette semaine à l'âge de 58 ans. Je veux juste d'abord rendre hommage à cet homme d'une humanité infinie, d'une générosité incroyable, dire vraiment tout mon soutien à la fois à ses proches, à Nathalie sa compagne, à ses enfants, à Yvon son compère de toujours et à tous ses camarades de combat et dire que la mort n'est jamais notre maîtresse, qu'elle n'efface rien, ni les souvenirs, ni les combats menés ensemble et que nous poursuivrons ces combats-là aussi pour faire en sorte que les travailleurs sous-traitants du nucléaire soient enfin respectés dans leurs droits. Je rappelle que dans le nucléaire, nous faisons aujourd'hui un nucléaire low cost avec des travailleurs qui sont moins bien payés, moins bien protégés, que 80% au moins, si ce n'est plus, de la maintenance nucléaire est faite par des travailleurs sous-traitants et que ce sont eux qui reçoivent 80% de la dose radioactive. Alors, en hommage à Gilles Reynaud, si vous voulez aller aider son association,
dont il était le président, ma zone contrôlée. Ces combats sont plus que jamais importants et je veux redire à quel point il va nous manquer. Je vous souhaite une excellente semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine.